puissance a été assise sur l'or. Quand l'AES a décidé de reconstituer ses réserves d'or comme au temps de Kanka Moussa, où sa puissance a été assise sur l'or. Quand ils auront atteint cette possibilité, eh bien, ils pourront faire le deuxième pas, c'est-à-dire créer leur propre monnaie, pour que cette monnaie-là ait la capacité de financer leur économie sans risque, puisqu'il y a l'or qui garantit un peu cette monnaie-là. Donc voilà un peu la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place. Donc ils ont révisé tous les accords de concession sur l'or et ils deviennent majoritaires sur leur or. Et donc dans ces conditions, ils marchent vraiment à pas sûrs vers leur développement, en ayant leur propre monnaie où ils peuvent décider dans quel secteur ils vont investir et à quel taux et décider de la convertibilité de leur monnaie. Et c'est comme ça qu'ils peuvent asseoir une économie industrialisée. Et ils ont même commencé à l'industrie de substitution et aussi l'industrie de transformation de leurs propres matières premières en produits finis. Donc ils sont en marche vers la souveraineté économique. Et ils sont unis. Ils ont maintenant mis en commun leurs forces de défense et de sécurité. Et pour monter en puissance et se doter d'usines de production de moyens de défense, ils ont signé un accord stratégique avec la plus grande puissance nucléaire du monde, qui est la Russie, qui a démontré son efficacité en matière de défense et de sécurité, et qui, sans réserve, les assiste à développer leur industrie militaire pour que demain, ils ne dépendent plus de personne. Donc l'aide qui permet de se passer de l'aide, c'est ce que nous voulons. Donc voilà leur stratégie. Et je crois que ce laboratoire-là va nous permettre progressivement de tirer toutes les leçons pour que l'Afrique de l'Ouest passe de la CEDEAO à une véritable confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que toutes ces forces-là vont être confédérées pour asseoir des systèmes multilatéraux qui puissent permettre de s'émanciper sur le plan monétaire, sur le plan économique et sur le plan financier. Et donc, comme la CEDEAO même a reconnu que nous devons passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, eh bien la voie est ouverte pour donner une nouvelle configuration à l'architecture de gouvernance de l'Afrique de l'Ouest. Et nous devons réfléchir quant au modèle de gouvernance que nous voulons, qui tranche avec les héritages des gouverneurs qui ont été transformés en président de la République et éviter la concentration des pouvoirs et passer de la concentration des pouvoirs au partage des pouvoirs. Et donc cette expérience-là doit nous nourrir. Il y a évidemment d'autres expériences qui peuvent nous servir. Quand on prend la Chine a développé l'alliance des pays d'Asie du Sud-Est avec le Vietnam, le Cambodge, enfin, tous les pays voisins, et a créé les tigres d'Asie. Tout simplement parce qu'eux, ils ont décidé que le capital doit se déplacer vers ces pays-là pour les industrialiser. Et donc, en ayant une telle politique, eh bien, ils investissent dans ces pays-là pour élever leur capacité de développement industriel. C'est une autre vision. C'est une autre vision et ça a permis de créer les tigres, ça a permis de créer toutes ces économies asiatiques-là qui n'étaient pas plus avancées que nous. Mais ils ont eu des partenaires qui savent partager le capital et qui savent co-développer. Et donc, avec ce co-développement, eh bien, ce n'est pas la Chine seule qui se développe, c'est la Corée, c'est le Vietnam, c'est tous ces pays qui entourent là, qui se développent en même temps que la Chine se développe. Donc, c'est ces modèles de coopération-là
qu'on doit instaurer entre les pays africains pour qu'on puisse se développer ensemble, pour qu'il y ait liberté de circulation du capital, liberté de circulation des biens et liberté de circulation des personnes. Si nous réussissons à construire ces libertés et que nous avons des mécanismes de financement autonomes, eh bien nous sommes capables demain de bâtir une Afrique unie et prospère. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire du franc CFA et des accords coloniaux qui nous maintiennent encore dans le sous-développement. Eh bien, j'ose espérer que tous ceux qui sont là, eh bien, vont donner un peu de leur temps, de leur intelligence et de leur énergie au continent africain pour qu'on puisse accéder à la souveraineté et au panafricanisme. C'est les deux conditions d'émancipation du peuple africain. Pour moi, l'AES constitue un vrai laboratoire. Voilà 3 pays qui veulent se débarrasser des différents accords de coopération et qui ont décidé d'unir leurs forces militaires pour faire face à toutes les menaces djihadistes et les manœuvres impérialistes. Parce que la plus grosse menace, souvent on voit le djihadiste, mais la plus grosse menace, ce n'est pas le djihadisme. C'est l'ancienne puissance coloniale qui ne veut pas perdre ses colonies, parce que perdre les colonies, eh bien, c'est perdre tout un système qui a permis le développement de la mère patrie. Et donc, même les djihadistes en Afrique de l'Ouest, ça a été lorsque la souveraineté de la Libye a été frappée de plein fouet. Si la Libye n'avait pas été frappée de plein fouet, le djihadisme n'aurait pas prospéré. Donc voilà pourquoi nous attribuons au développement du djihadisme aux manœuvres de l'impérialisme dans sa volonté de casser toutes les souverainetés. Dans tous les cas, le djihadisme à travers le monde est né comme ça. En Afghanistan, c'était la présence des Américains qui a engendré le djihadisme. Al-Qaïda n'a que pour mère porteuse les États-Unis d'Amérique. Et donc, nous voyons que le phénomène djihadiste, derrière se cachent toutes les manœuvres d'hégémonie à l'échelle mondiale du système impérialiste, et que ces manœuvres hégémoniques-là ont pour seul objectif de casser toutes les souverainetés qui se manifestent à travers le monde. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak avec Saddam Hussein, que ce soit en Libye, qui a permis à l'Afrique de passer de l'organisation de l'unité africaine, qui était un instrument de lutte pour les indépendances et de lutte contre l'apartheid, à l'Union africaine, qui est un instrument d'émancipation économique, financière et monétaire du continent africain. Ça a été l'œuvre de Kadhafi, qui était prêt à financer toutes les institutions panafricaines pour que l'Afrique soit capable de s'auto-déterminer sur le plan économique, monétaire et sur le plan financier. Il a été liquidé, son pays saccagé, et le djihadisme a commencé à détruire toutes les souverainetés dans la sous-région. Donc pour moi, djihadisme et hégémonie occidentale constituent les deux facettes de la même monnaie. Et donc, lorsque les pays de l'AES décident d'unifier leurs forces et de lutter, eh bien, ils ne luttent pas avec des flèches, parce que pour le moment, ils ne savent pas fabriquer des fusils, puisque malgré tous ces accords de coopération que nous avons signés de 60 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces accords-là ne prévoient pas d'unités de production de moyens de défense. C'est des unités de consommation des produits fabriqués en métropole. Donc, même les balles, on ne sait pas les fabriquer. Les fusils, on ne sait pas les fabriquer.
Même quand des artisans s'évertuent à les fabriquer, on estime que ce n'est pas aux normes et que ce n'est pas vendable sur le marché. Et donc, ils sont exclus du commerce de ces produits-là. Ils n'ont même pas le soutien de leur propre État pour aller au-delà parce que c'est un marché que vous attaquez et la concurrence n'est pas permise dans ces circonstances-là. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle nous vivons. Maintenant, tout ce système est chapeauté par le système du franc CFA. Comment fonctionne le mécanisme du franc CFA? Eh bien, vous exportez des matières premières, eh bien, les devises qui sont collectées par ces matières premières, eh bien, n'appartiennent pas au pays qui a exporté les matières premières. Ces devises-là rentrent dans un fameux compte d'opération. Et ce fameux compte d'opération, en Afrique de l'Ouest, ils l'ont supprimé, mais c'est toujours la même chose. Si ce n'est pas dans un compte d'opération, c'est dans une banque occidentale, donc ça ne change rien du tout. Et en même temps, la parité qui est fixée entre le franc CFA et l'euro a pour seul objectif de vous donner les moyens de consommer. Parce que cette relation franc-CFA euro, si vous voulez investir dans le secteur industriel et que vous faites un bon dossier, bon, elle sait bien le faire, les études de rentabilité, les études d'impact environnemental, un très bon dossier rentable que vous déposez à la banque, on va vous demander une garantie de 100% du crédit que vous demandez. En termes clairs, c'est un refus poli. Parce que si vous avez de l'argent, à quoi bon m'adresser à une banque qui va me fixer des intérêts de 15-17%? Je prends mon argent et j'investis. Mais lorsqu'on vous impose ça, c'est un refus poli. Mais le même dossier entre les mains du pays propriétaire de la banque, eh bien ce même dossier-là sera considéré comme bancable et sera financé. Voilà comment on choisit les investisseurs à travers le mécanisme du franc CFA, puisque la politique de crédit est définie par ceux qui sont garants du franc CFA, c'est-à-dire la puissance occidentale. Et donc, même le taux directeur de la Banque centrale est déterminé par celui qui est garant de la monnaie. Et donc, lorsque en Europe, vous avez des taux directeurs de 0%, des crédits de 0,1%, en Afrique, vous ne trouverez jamais ça. Jamais. Le plus bas taux au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ça a été 2,5% lors de la crise de Covid-19. Sinon, c'est toujours au-delà. Et donc, lorsque vous avez un tel système monétaire, eh bien, lorsque vous empruntez, votre emprunt coûte plus cher que l'investisseur extérieur qui vient investir, qui lui emprunte chez lui à 0,1%. Vous ne pouvez pas compétir avec un tel opérateur et donc vous n'êtes pas compétitif lorsque vous mettez des produits sur le marché. Donc vous êtes éliminé. Donc c'est un mécanisme pour non seulement éliminer les investisseurs dans des secteurs lourds comme l'industrie, mais en même temps un mécanisme pour rendre non compétitifs les produits que vous fabriquez, même lorsque vous tentez de les fabriquer chez vous. Et quand bien même eux-mêmes ils tentent de les fabriquer, eh bien ils prennent la précaution d'emprunter chez eux à 0,1% pour venir investir, pour être compétitifs. Mais nous, on ne peut pas être compétitifs parce que si nous n'avons pas accès au crédit chez nous, ce n'est pas chez eux qu'ils vont vous donner des crédits pour venir les concurrencer. Ça, ce n'est pas possible. Même nous-mêmes, qui sommes producteurs de cacao, on ne va pas accepter de prêter à la France pour faire du cacao, pour nous concurrencer. Donc, je veux dire, c'est une simple logique qu'ils se comportent ainsi. C'est pour garder l'avantage concurrentiel. L'autre élément pervers du franc CFA, c'est que comme la parité est fixe et est déterminée par eux,
la parité est déterminée de telle sorte que, eh bien, notre pouvoir d'achat soit beaucoup plus élevé et donc notre capacité de consommation soit beaucoup plus élevée. Mais comme le taux de crédit est cher, on préfère consommer que d'investir. Et donc on achète parce que notre pouvoir d'achat nous permet d'acheter. Évidemment, dans ces conditions, le petit bourgeois, lui, se sent à l'aise parce qu'il a accès à des produits, des luxe qu'il veut, à des prix qu'il juge à sa portée. Mais le petit peuple, lui, il en souffre. Il en souffre parce qu'il estime que les produits importés coûtent très cher. Et c'est ça qui explique aussi la cherté de la vie. Or, quand vous allez dans des pays qui ont leur propre monnaie comme le Ghana, eh bien, vous constatez que les produits là-bas coûtent relativement moins cher que chez nous. Et donc, nous perdons de compétitivité avec les pays anglophones. C'est pour ça que vous constatez que des pays comme le Nigeria et le Ghana ont un embryon de développement industriel beaucoup plus étoffé et réussissent même à mettre en place des politiques de transformation de leurs matières premières en produits finis selon leur volonté politique. Mais nous, on n'a pas cette chance-là parce que lorsque nous nous industrialisons, on ne peut pas compétir avec eux. À plus forte raison, compétir avec les Chinois. Là, il faut qu'on ait notre propre monnaie et qu'on puisse nous-mêmes fixer des taux de parité qui puissent nous permettre d'être compétitifs. Donc voilà les éléments pervers de ceci.